fait, exactement, c'est mon premier conseil, n'achetez pas n'importe quoi. Surtout dans les périodes, d'embellie, il faut pas vraiment n'acheter pas n'importe quoi. Je sais que ça peut paraître un petit peu bateau de dire ça, mais c'est juste qu'en période d'embellie, tout le monde est excité, il y a plus de Mmh. biens et cetera. Pas acheter n'importe quoi, donc faites déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'enrichissement, il se fait à la revente. C'est bien, hein, de capitaliser tous les mois, c'est très bien, mais c'est lent. Et je me suis rendu compte que les gens qui voyagent, qui vont faire des études ou travailler à l'étranger, ils sont riches, ils viennent de milieux, très aisés et encore plus ceux qui viennent de pays, en voie de développement. Mes clients les plus riches, c'est Mexique, Brésil. Et vous l'avez entendu, aujourd'hui on reçoit une femme, une ancienne avocate devenue investisseuse immobilière à Paris. Donc tout nous oppose et tout nous rassemble. Voilà, une femme. Moi je suis plutôt dans la finance. Elle c'était plutôt les lettres à Paris. Et moi je suis un petit provincial et qui a également investi à l'étranger. Donc, mais on a la même passion, l'immobilier et entre parenthèses les gros billets bien entendu. Et donc on va faire un épisode avec Sonia Deram. Très inspirant, comme toujours. Comme toujours, mes invités sont exceptionnels. J'espère que vous avez apprécié l'épisode de la semaine dernière avec Tony Neves. C'était un épisode hors IMO. T'entends, je tente. Je vous cache pas que les écoutes, elles sont toujours un peu moins bonnes que dans l'IMO. Mais ensuite, de temps en temps, j'aime bien me faire à la fois un petit kiff, comme on dirait, et aussi vous ouvrir un peu l'esprit sur ce monde du business sur Internet, ce monde de l'entrepreneuriat en général, même si c'est pas toujours IMO. Je veux pas non plus vous dégoûter avec l'IMO et encore moins me dégoûter parce que, bien entendu, si moi ça me dégoûte, j'arrêterai et vous ne pourrez pas avoir des épisodes de qualité comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous n'avez pas un épisode avec une juriste, vous avez 2 épisodes avec une juriste parce que si vous êtes sur notre podcast privé, la boîte à outils des investisseurs, on a un épisode qui est sorti avec une docteure en droit qui va nous parler des impayés et de gérer les impayés de loyer. Donc vous avez 2 juristes pour le prix d'une aujourd'hui. Donc vous pouvez toujours, comme toujours, nous rejoindre www.boîteabillets.com ou alors le lien est dans la description. Et donc on va voir avec Sonia sa vie d'avocate. Elle a été aussi avocate en Angleterre. Donc on va un tout petit peu discuter des spécificités anglaises par un peu culture générale et puis parce que je trouve ça très intéressant, quiconque regarde des films américains, des films anglo-saxons, avoir un peu un petit aperçu du droit anglo-saxon, à quel point il diffère du droit français. On va en discuter ensemble et surtout on va discuter investissement à Paris, investissement d'abord dans les quartiers qu'on appelle en devenir de Paris. Tant ils deviennent, tant ils deviennent pas. Ça dépend et dans beaucoup de villes c'est aussi également comme ça et surtout maintenant elle s'est orientée plus dans des biens d'exception. Donc on va discuter avec elle sa stratégie pour Paris. Voilà, c'est un marché à part entière. Il y a des spécificités dans ce marché, notamment le nombre d'acheteurs, le nombre de vendeurs, les prix, etc. Tout ça, on va le voir ensemble avec Sonia. J'ai adoré faire cet épisode. Je ne vous le cache pas. Pour mon côté, de mon côté, en ce moment, c'est septembre. J'ai eu des appartements qui étaient vides. Là, je vais en récupérer un. Je vais notamment récupérer l'épisode l'appartement dont je vous avais parlé, où la police a cassé la porte. Donc ça a été un peu mon plus gros problème depuis que je suis investisseur immobilier. On va voir récupérer les pots cassés. Normalement, le père de la locataire a fait tous les travaux nécessaires de réparation. On va voir, je vais récupérer normalement l'appartement cette semaine. Donc je vous en dirai plus. Après, j'ai 2 appartements que je mets en location. Normalement, c'est loué. J'espère que tout se passera bien. Les baux ils sont en cours, etc. Donc, comme toujours, essayez au maximum, surtout au début de votre parcours immobilier. Mais après, aussi, on prend un certain confort qui est néfaste quand on est investisseur immobilier, mais de toujours faire en sorte que vos appartements soient soit loués, soit en travaux. De temps en temps, il faut faire des travaux un peu, les remettre à niveau ou quand vous les achetez, les mettre dans des conditions qui sont acceptables pour les locataires. Mais faites en sorte qu'il se passe toujours quelque chose dans vos appartements. Donc là, on est en train de s'en occuper. Et j'ai hâte, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon mot, mais je suis curieux de savoir dans quel état je vais récupérer. Donc, depuis 10 ans d'investissement immobilier, ma pire expérience, normalement, elle aura été réparée par le père du locataire. Mais je vous en dirai plus. Ensuite, je vous fais donc un tout petit point sur, forcément, vous savez ce qu'on propose avec, si vous êtes auditeur du podcast. Sinon, si vous savez pas qui je suis, allez écouter mon épisode 1 million, comment j'ai acheté 1 million d'euros d'immobilier en 2022, donc pas sur toute ma carrière, juste en 2022. Je vous explique tout, c'est un épisode de fin décembre 2022. Mais sinon, avec mon associé, on a un club
où on aide des membres à investir, donc soit des membres qui sont débutants, soit un peu plus avancés. Et je vous avais fait une petite parenthèse la semaine dernière qu'on avait lancé des programmes beaucoup moins chers forcément pour des cours où vous avez un live par semaine. Et donc c'est beaucoup moins cher, vous pouvez aller voir sur notre site clubinvest.fr. Et sinon, on a eu entre-temps un membre, donc on essaie toujours d'avoir au maximum 10 membres pour bien vous accompagner. Depuis qu'on a lancé, tous les membres qui ont suivi nos prérogatives, comme on pourrait dire, ou en tout cas qui ont suivi nos conseils, ils ont trouvé des biens, ils ont acheté pour plus de 5 millions d'euros d'immobilier qui au minimum s'autofinancent, souvent ils font beaucoup plus. On est très ravis et mon associé Michel avec qui je gère ça, il m'a annoncé aujourd'hui qu'un de nos membres, bah voilà, il a trouvé un bien, il s'en va. Le but c'est pas de vous garder pour toujours, c'est justement de faire en sorte que vous soyez autonome. Donc si vous voulez nous rejoindre en individuel ou en privé, voilà, je pense que jamais personne n'a été déçu de nous rejoindre. Vous allez sur notre site clubinvest.fr. Et dernier point, bah vous le savez, je vous fais un petit point, ça fait longtemps que je n'avais plus parlé, que je mets ma résidence principale sur Airbnb Booking. J'ai une formation sur le sujet, j'ai une formation sur comment négocier les achats, j'ai une formation sur comment monter un dossier bancaire en béton. Mais en tout cas, bah ça continue. Je vous avais fait un petit topo parce que d'abord j'étais plutôt en test pendant 2 mois. Là, ça va faire 4 mois. J'ai pas fait. Au début, je faisais les totaux, mais je pense que je suis à peu près à 8 000 euros de revenus en 4 mois avec ma résidence principale, en plus de tout le reste de mon IMO. Donc je vais poursuivre avec ça. On peut faire des choses, on peut aider, parfois on peut aider ses proches, on peut faire des petits travaux dans sa RP également, on peut s'en servir de cet argent. On peut payer les taxes foncières, hein. Moi j'ai reçu un peu la douloureuse, hein. C'est un montant à 5 chiffres, hein. Bien sûr je m'y attendais, mais bon. Voilà, quand on sait où va l'argent, parfois, on peut être un peu aigri au moment de faire les virements. En plus, bon, il y a forcément, quand vous avez plusieurs banques, plusieurs sociétés, pas plusieurs banques, mais plusieurs villes, plusieurs sociétés, vous avez différents rôles. Je crois que ça s'appelle un rôle, hein, d'ailleurs, j'en ai un sous les yeux, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Avis d'impôt. Vous en avez plusieurs, donc, vaut mieux pas faire les totaux. Mais en tout cas, ça paye les voitures, ça paye le prix d'une voiture, hein, chaque année, mais c'est comme ça. On est investisseur IMO, on l'a intégré dans nos comptes, on l'a intégré surtout au moment d'acheter. Maintenant, les communes ont décidé d'augmenter ça de façon frénétique. Bah forcément, c'est pas eux qui payent. C'est toujours plus simple de dépenser l'argent des autres. En tout cas, on attaque l'épisode donc avec Sonia. Comme toujours, merci pour ceux qui ont liké, commenté, partagé. Il y en a qui reviennent chaque semaine. Je vais pas vous remercier chaque semaine parce que sinon ça va saouler un peu les auditeurs. Mais merci à vous, ça me fait super plaisir. C'est pour ça que je continue coûte que coûte. Et dernier point, je sais pas si non, en fait, je vous en parlerai une autre fois. On se retrouve de l'autre côté avec Sonia pour parler investissement à Paris, vie d'avocate et comment changer de mindset. On va un peu parler aussi, vu qu'on a fait des études assez longues tous les deux, un peu de ce point. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté avec Sonia. Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, déjà il fait beau, c'est la fin de l'été. Je sais pas quand est-ce qu'il sera diffusé l'épisode. On est en compagnie de Sonia. Vous le savez, je voulais toujours j'essaye d'avoir la parité dans ce podcast. C'est pas toujours évident. Là, la chose est remplie. Et aussi parité. Voilà, moi je suis provincial, hein, je viens d'Alsace. Et là, on a quelqu'un de la capitale. Hein, c'est pas si souvent, hein, vous savez, qu'il y a toujours une petite compétition, une petite rivalité, les pecnos versus les gens distingués, mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, je suis ravi de t'avoir. Écoute, je te laisse te présenter et puis pour que les invités, pour un peu briser la glace, j'aime bien que les invités ils racontent une petite anecdote professionnelle d'un job ingrat qu'ils ont pu faire. Toi, je crois que tu as travaillé au McDo, hein, si je dis pas de bêtises, mais tu choisis celle que tu veux. Une petite anecdote qui t'a fait dire, je vais peut-être pas toujours être employé, surtout pas de bas étage. Ouais. Bonjour Thibaut, merci beaucoup de m'inviter sur ce podcast. Ça me fait très plaisir. Écoute, ravi aussi d'être avec toi. J'adore l'Alsace. Je suis parisienne, mais j'aime la France. J'aime toutes les régions de France, et c'est un plaisir d'échanger avec des personnes qui viennent de partout.
Et du coup, pour répondre à ta question, un job ingrat qui m'aurait fait penser que j'accomplirais jamais rien dans ma vie. Écoute, c'est pas le McDo, contre toute attente. Parce que le McDo, c'est vrai que c'était dur, surtout quand on était au poste là sur les frites là. Mais non, je crois que le pire, et ça, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir fait en job étudiant, c'est de faire les inventaires. Je Ok. sais pas si tu vois les inventaires. Ouais, je les ai Et faits. Et moi, j'étais auditeur ouais. financier, on les surveille et c'est aussi horrible. J'ai fait les congélateurs, j'ai fait les boîtes qui faisaient des poutres en métal. C'est toujours l'hiver, hein. Donc, enfin, Ouais. quasiment quand les inventaires, ils sont au 31 décembre. Donc ça, ouais, même à bac plus 5, 6, 7, je les ai encore fait. Ouais, et là, moi, c'est inventaire, genre en magasin, quoi. Genre, bah tiens, chez Leroy Merlin. Eh ben, Bah voilà, ouais, comme quoi. voilà, comme quoi. C'était ouais chez Leroy Merlin et je me rappelle, c'était la nuit. C'était près de chez moi et c'était la nuit. Et puis à un moment, je comptais des clous. Hmm. Je comptais des clous. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Donc Yes. voilà, job ingrat, le Ah plus ouais. ingrat et, ouais, Ah, et c'est vrai, l'ironie du sort, c'est que les inventaires, c'est violent. Moi, c'est je horrible. comptais ça, j'étais auditeur, hein. Je comptais les voitures. C'était un gros garage, une grosse concession. Alors, toi, tu penses qu'une Audi A4 noire, ça se trouve facilement, mais quand il y en a 15, c'est sur le parking dehors et il y a du vent et tu dois regarder les numéros de châssis et puis ils se ressemblent tous. Franchement, c'était horrible. Horrible. Ouais, Donc, ça, c'est vraiment un peu abrutissant. Mais après, quand vous lisez ouais. des comptes, si vous êtes investisseur boursier dans plein de boîtes, les inventaires, c'est un énorme, dans beaucoup de boîtes commerciales, c'est un énorme poste. Donc, il faut bien que quelqu'un compte et puis les vérifier. C'est sûr que, après, c'est toujours ça. T'en as qui font des gros calculs, tu sais, sur base des bilans et tout, ils regardent tout, mais oublie pas que c'est un étudiant de 18 ans qui en a rien à foutre, qui a compté les clous. C'est ça. Donc, même si C'est après ça, c'est là où vérifié j'étais à l'époque, ouais. Oui, par c'est les ça. auditeurs. C'est toujours ça, les données, c'est un peu comme... Il y en a qui font des statistiques de fou, mais en fait, la donnée de base, elle n'est pas toujours hyper fiable. Ok. Mm. Du coup, tu habites à Paris. Ouais. Quel âge t'as? On J'ai a 40 encore le ans. droit. On a encore le droit Oui, c'est de bon, quoi que demander. j'arrive à un âge où normalement ça se demande pas. Ah, ben voilà. Et, Non, je plaisante, j'ai euh, 40 ans. Je viens d'avoir 40 ans. et, euh, et puis l'avantage quand on est investisseur immobilier, c'est que chaque année qui passe, on est souvent plus riche parce que les emprunts se remboursent, hein. Exactement. Donc Ouais, voilà. ça c'est agréable. Ouais, c'est moi, c'est ça adoucit le sentiment de voir les années défiler. Bah ouais, mais t'as l'air d'être en super forme. Donc ça, c'est sûrement sur base de tous les projets dont on va discuter aujourd'hui. Donc on va faire assez vite. On te connaît sur les réseaux. Bah, pour ceux qui sont sur Instagram, tous les auditeurs n'y sont pas parce que tu étais avocate de formation. Et puis ensuite, tu as fortement accéléré dans les investissements immobiliers. Tu peux nous dire peut-être rapidement ton parcours, combien de temps tu as exercé dans ce métier d'avocat. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de points communs avec mon métier d'auditeur financier que j'ai pu exercer euh, Oui, dans le sens c'est le même. horaire ingrat. Quand tu es étudiant, tu penses que tu seras Harvey Specter. Et puis, en fait, c'est pas tout à fait ça. Ouais. Exactement. Ouais, c'est ça. Bah, c'est exactement auditeur, tout ce genre de métier, hein, banquier d'affaires, tout ça. Dès que tous les métiers de conseil en fait, les métiers de Hmm. conseil aux entreprises. Donc j'ai fait ça combien de temps? J'ai fait ça 10 ans au total. J'ai fait ça 2 ans en stage. J'avais fait 2 ans de stage et ensuite 8 ans en collaboration. Ok, Donc 10 à ans. Paris. Un peu dans plusieurs pays, on a vu, hein. Plusieurs pays, ouais. J'ai commencé à mes stages à Paris. Après, je suis partie à Londres. Après, je suis partie à Luxembourg, à la Banque européenne d'investissement. Ensuite, je suis revenue à Paris. Bref, j'ai fait un petit peu Paris, Londres, Luxembourg, Pays-Bas. Et du coup, j'ai commencé à travailler du coup après mes stages à Paris, ouais. Ouais. Ok. Et, euh, et l'investissement IMO, ça t'est venu. Alors, je sais que c'est parce que je prépare les podcasts, hein, vous y croyez pas, mais je les prépare, hein. Ça t'est venu à Barcelone, parce que c'est comme ça que tu le dis. Mhm. Sûrement qu'il y avait une petite graine qui avait déjà été plantée avant. C'était il y a combien de temps? Ça, Barcelone, c'était en 2015. Ouais, c'était en 2015, ouais. 2015, là on est Peut-être en pour, 2023. ouais, peut-être pour ceux qui savent pas, qui ont pas vu vu mon Ouais, bien compte sûr, bien sûr. Instagram ou quoi. En fait, c'est que pendant ma carrière d'avocat, je recherchais mon axe.
Je suis devenue journaliste, j'ai tout plaqué pour devenir journaliste à Londres. Ça m'a pas plu du tout. En tout cas, cette expérience-là, ce job-là, vraiment m'a pas plu du tout. Et puis j'ai fini par me dire, ok, je dois m'isoler pour vraiment trouver ce que je veux faire de ma vie. Et j'avais regardé les billets, j'avais trop des billets pour Barcelone, pas cher, avec le peu d'argent qui me restait. Et j'ai fait un aller-retour là, un week-end. Et c'est là que j'ai compris, en voyant toute la belle architecture à Barcelone, il y a tout ça, que je me suis dit, mais en fait, j'ai compris, je dois rentrer à Paris et bâtir mon empire immobilier. Ok. Et donc, je suis rentrée à Paris et c'est ce que j'ai fait. Eh ben, top. Et tu peux juste nous revenir, parce que c'est un peu insolite, des journalistes. C'est pas, en plus, ils ont pas toujours bonne presse, hein, c'est le cas de le dire. Tu peux nous expliquer un peu juste comment ça se passait, le métier de journaliste à Londres? Ouais. Alors T'avais déjà, première chose, c'est que, une ouais, spécialité dans un domaine ou dans... Qu'est-ce que tu faisais ouais, exactement, en toi? finance. En finance. Déjà, la première chose, c'est que, donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je recherchais mon axe. Donc, j'étais avocat d'affaires. J'étais bien. Franchement, j'étais bien. J'aimais bien ce que je faisais. Mais je sentais vraiment que j'étais pas sur mon chemin, en fait. J'étais pas en train d'exceller, d'être dans mon truc, quoi. Enfin, si, j'étais bien, j'étais très bonne, etc. Mais j'étais pas, tu vois, dans cet état de flow, quand t'es vraiment au Hmm. bon endroit, où vraiment, toutes les portes s'ouvrent et tu deviens vraiment insurmontable, enfin, imbattable plutôt. Et donc voilà, et comme le journalisme, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup quand j'étais adolescente, j'en faisais, etc. J'ai fait de la radio, c'est vrai que ça, j'ai jamais dit sur les réseaux. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la radio. Bref, j'ai toujours eu une part de journalisme en moi. Et du coup, quand j'étais avocate, je recherchais cet état, vraiment cet axe-là. Et je me suis dit, bon, bah, allez, c'est le moment, je suis jeune, c'est le moment ou jamais. Allez, je tente. Tant pis si je rate, au moins j'aurais essayé, j'aurais pas de regrets. Et j'ai bien fait parce que même si c'était très dur, au moins je l'ai fait effectivement, et c'est ça qui m'a dirigée sur le bon chemin du coup. Et concrètement, le job c'était quoi? Alors moi à Paris, j'étais avocate en financement. Donc mon boulot consistait à rédiger des contrats de crédit de plusieurs millions d'euros ou dans d'autres devises d'ailleurs pour des grosses entreprises, entre 15 millions et 2 milliards pour les boîtes publiques. Et du coup, à Londres, j'avais trouvé un job dans une filiale du Financial Times qui délivrait des informations financières sur un petit peu tout ce que je faisais quand j'étais avocate, en fait. Sauf que là, ça consistait à écrire sur ces activités-là plutôt que de les faire, plutôt que de travailler dessus. Ok. Et concrètement, c'était, j'arrivais à 9h, il fallait arriver à 9h, pas 9h05. Je me rappelle qu'une fois, j'avais tendance à arriver un petit peu 5-10 minutes plus tard avec une collègue et on s'était fait remonter les bretelles. Donc 9h, la pause c'est 1 heure. Donc toute la journée à discuter. D'abord, il fallait se faire un réseau et de banquiers, etc. Discuter avec eux, aller les rencontrer, avoir des infos et ensuite rédiger des articles. Et puis voilà, puis à 18h, rentrer chez soi et rien faire avec le peu d'argent que t'as, quoi. Hmm. Ok, ouais. Ouais, c'est vrai. Tu parles de finance toute la journée, et puis toi, après, t'as pas d'argent. Ouais. Ça rappelle pas mal de métiers autour de l'immobilier aussi, hein, ou de gens qui te prennent un peu Ouais, de haut, mais qui peuvent jamais payer ce que tu dois acheter. Ok. ouais, Alors moi, tu l'as fait. exactement. C'est vrai que c'est intéressant de. Parfois, il vaut mieux essayer, et puis quitte à un peu se rater, que Exactement. que d'avoir cette illusion. Et c'est vrai que c'est un bon point. Je sais pas si tu le confirmes, mais tu vois, on a forcément beaucoup d'auditeurs du podcast. Ils veulent, par exemple, acheter beaucoup d'immobilier pour en vivre. Et c'est vrai que c'est un bon point, rien que de partir, je sais pas, ou pour voyager. Tout le monde n'est pas fait. Moi, je voyage souvent, mais je voyage pas très longtemps. Et je sais que je suis pas fait pour. J'ai déjà essayé de voyager un peu plus longtemps, et j'ai l'impression que je suis pas fait pour ça. Qu'au bout d'un moment, je dois revenir à un endroit, avoir tout qui fonctionne, tout. Enfin, que de connaître un peu tout ce qui se passe et tout. Et c'est vrai que bah, l'immobilier, c'est des processus qui sont lents et longs. Et donc, plutôt que de courir pendant 10-15 ans après une indépendance financière basée sur l'immobilier, il faudrait peut-être essayer, ça vaut le coup de, quitte à prendre un petit congé sans solde ou mettre enfin, ou entre deux boulots, enfin, tenter un peu l'expérience de la vie sans emploi fixe pour voir vraiment si ça vous plaît ou pas. Et c'est pas du tout fait pour tout le monde, quoi. Je sais pas Ouais, c'est ce que vrai. t'en C'est vrai ouais, que ouais, complètement. Et en plus, je trouve qu'il faut, en fait, quand tu fais de l'immobilier, tu as une liberté, mais limite une trop grande liberté, parce qu'il faut vraiment savoir quoi faire de cette liberté. Parce que l'immobilier, on a souvent tendance à croire que tu vois c'est passif. Genre, oui, les revenus sont passifs. C'est vrai qu'une fois que tu as mis en place ta machine, ça tourne tout seul. Mais il y a quand même, c'est une machine, donc il y a de la maintenance.
il y a de la gestion, et c'est pas, il y a quand même des choses à Mm. faire. Et il y a une sorte d'accumulation. Si tu fais pas les choses, au bout d'un moment, le plus connu, c'est les impôts, hein. On le connaît tous, là. Mon expert comptable, il m'a dit, est-ce que tu peux m'envoyer déjà une partie des documents de l'année? Donc ça, on connaît bien Ah les oui, la impôts, mais après compta. sur les biens également, est-ce que tu fais pas tout? Moi, j'ai un appart. Au début, je savais qu'il fallait surtout pas perdre de temps, perdre de temps, perdre de temps. Donc j'ai un appart, je l'ai acheté, je l'ai tout de suite mis en location. Alors qu'à refaire, j'aurais fait quelques petits travaux. Et en fait, depuis, ben c'est mon pire, enfin entre guillemets, il est pas horrible, mais c'est mon pire appart. Et c'est un appart sur lequel j'ai eu pas mal de soucis parce que les locataires que j'ai mis dedans, ils sont pas parfaits, vu que le bien il est pas parfait. Et voilà, entre guillemets, je sais que tôt ou tard, bah, il va se libérer et que j'ai une sorte de dette de travaux et pas que financière en termes de temps et d'énergie. Sur ce bien. Ouais, complètement, complètement. C'est Euh, pour ça que je trouve que il faut faire dès le début, ouais. Il faut faire les yes. travaux dès le début, Oui, et ouais. puis c'est beaucoup Comme plus ça, on simple à apprend. financer et tout. Mais Ouais, on apprend en faisant, hein. Euh, exactement. et donc depuis 2015, donc t'es rentré de Londres à ce moment-là. T'as acheté en 2015, premier achat? Ah, direct. Ouais, ouais, j'ai pas perdu de temps. Moi, c'est action, action, réaction, direct. Dès que je décide de quelque chose, j'y vais, Ok, je fonce. Ouais. ok, Donc, ouais, donc j'ai quitté mon job de journaliste en janvier 2015. Je suis revenue à Paris. J'ai trouvé rapidement un boulot comme avocat d'affaires. J'ai commencé à travailler en mars et au mois de mai, j'avais déjà trouvé mon bien. Et à la fin de ma période d'essai en juin, le dossier il était déjà sur le bureau de mon courtier, prêt à être validé. Ouais, tout ok. était en marche. Yes, top. Ouais. Euh, et quand tu étais avocate, tu étais salarié ou c'est des statuts un peu Non, bâtards, non? Enfin, en fait, tu payes tes cotisations, c'était un truc fixe, mais tu payes tes cotisations. C'est un peu un statut comme ça, non? on est libéral, on est profession libérale, mais en fait, quand tu exerces en libéral, alors attends, je réfléchis, c'est comme ça dans d'autres professions, mais en tout cas chez les avocats, je parle juste de ce Hmm. que je connais. Chez les avocats, en fait, c'est juste, donc tout le monde est en libéral, enfin, sauf peut-être une minorité qui est salarié, mais c'est genre 5%. Mais le reste, quand tu es en libéral, c'est soit tu es associé d'une structure, soit tu es collaborateur. Et collaborateur, bah, t'es jeune, t'arrives, juste, bah, tu travailles sur les dossiers pour les personnes qui ont des parts dans le cabinet, pour les associés. Donc, j'étais collaboratrice. Et là, tu as un contrat de collaboration libéral, mais c'est quand même un contrat fixe. C'est un petit peu comme un CDI. C'est pour ça que les banques, elles prennent compte, enfin, elles tiennent compte de ça elles le voient Ok, comme un CDI, quoi. Mm. ok. Mais c'est toi qui payes tes cotises, c'est ça, hein, toutes les cotises. Alors, ouais. Alors, c'est toi qui payes toutes tes cotises. T'es virable à tout moment, du jour au lendemain. Il n'y a pas besoin. Le droit du travail s'applique pas. D'ailleurs, j'avais fait une Hmm. vidéo sur le sujet. Voilà. Ouais. Les gens s'étonnaient, genre quoi, le droit du travail s'applique pas, là, là. Non, c'est vraiment structure libérale. Le cabinet, il appartient aux associés. C'est chez eux. Ils sont chez eux. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et toi, en tant que collaborateur, bah, si ça te plaît pas, bah, en fait, faut partir, quoi. Voilà. Ok. Et en En gros, tu général, veux t'as pas partir. d'autres clients à part hein, quand tu as ce statut. Tu peux, mais T'as le souvent, tu es droit. bien T'as le occupé. Ouais. droit. Voilà. T'as le droit, mais c'est compliqué, ouais. T'as pas le Ok, temps. ok. Et ok, donc 2015, t'achètes à Paris. Ouais. C'était mon deuxième investissement. J'avais déjà une résidence principale. C'est-à-dire que le truc à Barcelone, ça m'est pas arrivé du ciel, quoi. C'est Hmm. vraiment, ça germait en moi dès que j'ai commencé à travailler. Parce que plus jeune, je trouvais que l'immobilier, c'était un truc de vieux. Hmm. Et, Bah, c'était le et je me cas. rappelle à la fac, ouais, oui. Bah, je conseille à tous les jeunes de s'y intéresser au plus tôt, parce que plus tôt ils commencent et Bah, plus bien tôt ils deviennent sûr. rentiers. Ceux qui ont 20 ans, 21, 22 ans, 23 ans. Mais là, faut y aller tout de suite, quoi. Faut pas se poser de questions. Et je me rappelle du coup à la fac, j'étais en master 2 droit des affaires à Assas. Et je me souviens, j'avais un pote, enfin, je connaissais quelqu'un qui est très connu d'ailleurs maintenant, qui s'appelle Xavier Demezois, un avocat en Airbnb. Je me rappelle, je le voyais, c'était un pote de pote, je le voyais en master 2 droit immobilier. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de droit immobilier? C'est nul. Et en fait, maintenant, j'adore. J'ai des livres là, tu vois, derrière moi, j'ai des livres de droit immobilier. Enfin, j'adore, quoi. Ok. Et donc, tu avais acheté assez tôt. Ouais, donc dès que j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que bah, dès que tu commences à travailler, tu veux bien habiter. En fait, tu veux habiter dans un truc correct chez toi, etc. Et puis, je voulais anticiper la retraite. Parce qu'en libéral, il y a pas le système de retraite, il est très Hmm. très mauvais. Je voyais déjà des avocats âgés continuer à travailler.
parce qu'ils n'avaient pas d'autres ressources, ils n'avaient pas d'autres moyens, voilà. J'avais vu mes parents aussi qui avaient acheté, qui avaient revendu leur maison, qui ont pu s'acheter un appartement cash, etc. pour la retraite. Donc j'ai pris conscience de tout ça quand j'ai commencé à travailler à 27 ans. Yes. Et mais sans plus, j'étais vraiment quelqu'un de normal qui achète une résidence principale, voilà. Donc le déclic 2015, vraiment là, c'était là, je m'étais dit ok, IMO à fond. Et sauf que en fait, après, j'ai pas continué parce que déjà, enfin, tu sais, pour réussir, il faut être dans une émulation. Je trouve qu'il faut être bien entouré. Et là, j'étais à l'époque, il y avait pas toute cette émulation autour de l'immobilier, il y avait pas de les réseaux, tout ça, il y avait pas tout ça. Et du coup, j'étais prise aussi par mon métier qui était prenant. Tu sais très bien en tant qu'auditeur, les immeubles, non, les horaires rallongent. Les immeubles à rallonge, c'est après. Les horaires rallongent. Et puis aussi l'expérience à Londres, mine de rien, ça m'avait quand même pas mal traumatisée. Ouais, je sais pas si on entend le bruit là des pompiers. C'est bon. Okay. Non, c'est bon, on n'entend rien. Ok. Ouais, donc l'expérience à Londres, un journalisme vraiment, ça m'avait pas plu du tout. Ça m'avait fait psychologiquement, ça m'avait quand même fait beaucoup de mal. Ça avait remis en question beaucoup de choses. Tu vois, vraiment, je me disais mais pourquoi et puis et là, c'est là que je m'étais dit bon allez, puisque j'aime le droit, j'ai toujours aimé le droit, j'aime encore le droit. Donc je me suis dit allez, je vais passer le barreau d'Angleterre. Parce que j'avais toujours voulu faire un double diplôme, j'avais pas pu, etc. Et je m'étais lancé ce défi pour me relever. Voilà, vraiment pour me relever. Et puis parce que mon métier, c'était quand même avocat. Certes, je voulais bâtir un empire, mais tu bâtis pas un empire comme ça. Faut lever des fonds, etc. Faut travailler, quoi. Et puis je faisais du financement immobilier à l'époque. Voilà. Donc petit à petit, je construisais mon écosystème autour de l'immobilier. Mais c'est vrai que le barreau d'Angleterre, ça m'a quand même pris du temps. Et jusqu'à 2018, où là, j'ai connu des situations compliquées dans mon cabinet. Harcèlement sexuel, harcèlement moral. D'abord dans le cabinet où j'étais. Ensuite, du coup, je suis vite partie dans un autre cabinet. Là, c'était pareil. Je suis tombée sur une avocate qui avait l'air vraiment géniale aux entretiens, mais qui en fait s'est révélée être vraiment horrible. Et puis pendant ce temps-là, l'autre avocat qui m'avait vraiment saoulée continuait à me chercher des noises, etc. Enfin, c'était compliqué. Et donc là, je me suis dit, ok, c'est bon, stop, j'arrête. Ça, c'était en Angleterre, du coup, ou c'était à Paris? Ça, c'était à Paris, ouais, à Paris. J'avais passé le barreau parce que je faisais déjà du droit anglais à Paris, en fait. Ok. Ouais. Et c'est vrai que c'est marrant enfin, c'est marrant. Parce que moi, il m'est arrivé un peu la même chose. J'ai acheté assez vite, enfin, un RP. Après, j'avais acheté un premier investissement IMO. Et après, je m'étais aussi un peu arrêté parce que j'étais tout seul. Il y avait les réseaux un peu, mais j'étais pas dessus, en tout cas pas du tout là-dessus. Et puis, j'ai fait au début, j'avais mon métier prenant et j'ai eu mes premiers impayés sur mon premier bien immobilier et maintenant, je vois comment faire tout de suite, comment réagir et tout. Mais à l'époque, je travaillais beaucoup, les trucs, je laissais traîner j'ai récupéré une partie, mais ça m'a quand même coûté pas mal d'argent. Après, j'ai revendu l'appartement, il avait pris beaucoup de valeur, etc. Mais c'est vrai que c'est à cette époque-là, une fois que j'avais enclenché la machine, j'avais continué et ce serait plusieurs centaines de milliers d'euros en plus de patrimoine net que j'aurais, quoi. C'est vrai que l'âge, ça joue à mort. Et puis après, on peut pas refaire l'histoire. Et effectivement, dans les métiers dont tu parles, souvent c'est des petits. En fait, on fait des études. Pourquoi? Ça fait des énormes barrières à l'entrée par rapport aux autres gens, ce qu'on n'a pas dans l'immobilier. Mais c'est sûr que là, les cas de harcèlement que tu as pu avoir, ou si c'est dans des micro-marchés comme ça, enfin, je pense qu'à Paris, il n'y a pas 10 000 boîtes qui font des contrats de financement pour ces montants. Et en fait, t'es toujours, tu peux te griller. Enfin, c'est très compliqué en fait à gérer. Surtout c'est simple. J'avais regardé, hein. C'est simple. On était 5 cabinets, cabinets sur la place à faire ce que je faisais. J'avais déjà 10 ans d'expérience derrière moi. J'étais passée par certains cabinets. Enfin, tu vois, il y avait pas. Et encore, même dans le cabinet suivant ils se connaissent et tout. Exactement. Ouais. Et en plus, pour te dire, même le cabinet du coup que j'avais trouvé. Pour lequel j'avais quitté du coup mon cabinet précédent, même eux, ils faisaient pas de droit anglais, donc j'avais déjà fait une croix un petit peu sur mon expertise. C'est pas un petit peu, j'avais fait une croix sur mon expertise en droit anglais. Tu vois, t'as vite fait le tour, quoi. C'est des tout petits milieux, etc. Mais moi, je l'ai pris, tu vois. Je me suis dit, en fait, c'est le destin qui est en train de me pousser vers la sortie. Voilà. Yes. Et après, c'est pas les compétences qu'on acquiert. Parfois, justement, dans ce monde de l'immobilier, il y a des gens qui n'ont pas fait d'études, qui ont très bien réussi. Mais les compétences qu'on acquiert en travaillant beaucoup, enfin, moi, je le vois.
Là, on est mercredi soir, ouais. Tous les deux. Enfin, on est habitués peut-être à travailler tard, à travailler beaucoup. En fait, ça t'aide dans beaucoup d'aspects de la vie, même de ta vie privée, d'avoir une certaine organisation et tout. Et tu peux nous Ouais, parler un tout complètement, petit ouais. peu du droit anglais, ça m'intéresse. Il y a une grosse différence de jurisprudence versus loi écrite, non? Tu peux nous Ouais, faire un c'est des petit systèmes. topo, un lift, comment on dit, un lift Ouais, speech là? c'est des systèmes très très différents. En fait, globalement dans le monde, tu as deux grandes catégories de systèmes juridiques. Tu as les systèmes juridiques qui sont fondés sur des codes, comme c'est le cas en France. Du coup, c'est des systèmes civils sur le code. Et tu as les systèmes en common law, de common law, c'est le cas en Angleterre, enfin, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Inde aussi, où le système il est vraiment basé sur des décisions de justice. Alors, en France, vraiment, la loi, elle est faite vraiment basée sur des lois, sur des codes, alors que dans les pays de common law, en fait, les textes de loi, ils reposent sur des décisions de justice. Donc, Ok. très différent. Il y a des lois aussi, hein, mais historiquement, la base, elle est vraiment sur les Ouais. décisions de justice. Et ça change plus vite du coup? Ou ça. Mais souvent, c'est vrai Non, que dans parce les que c'est des films, on voit, décisions. ouais, en fonction de l'arrêt, un tel, dans les films américains, il y a eu cet arrêt qui a fait jurisprudence. Parfois, c'est des arrêts qui ont eu lieu il y a 40 ans, je sais pas. Enfin, Ouais, mais c'est très, 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 très rare que ça change quand même, parce que c'est ouais. des décisions qui datent tu vois, de très, très longtemps. Hmm. Non, ouais, Ouais. Ok. c'est plutôt stable. Yes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'est vrai qu'avec nos chers politiciens français, les lois, elles peuvent changer. On le voit bien dans l'immobilier hyper, hyper vite, hein, alors que tu aurais tendance à Ouais. te dire, ouais, des décisions de justice, il y en a tout le temps. Des lois, une fois qu'on en a écrit une, et bah, elle va pas être modifiée. Bah, en fait, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Non, pas du tout, ouais, exactement. Euh, ok, du coup, on attaque. Donc, 2018, tu as accéléré. Donc, tu as acheté le premier bien locatif, c'était à Paris. Ouais, Paris. Donc, alors le premier, ma résidence principale, Paris. Le deuxième que j'ai fait en 2015, Paris. Et le troisième, là, en 2018, quand j'ai vu que vraiment ça allait pas le faire là dans cet autre cabinet, j'ai très vite, je me suis dit vite, avant que ça se termine, il faut que j'achète autre chose, quoi. Ok. Et ça, c'était de nouveau à Paris. Ouais, C'est vrai qu'il y a pas mal, il y a plusieurs investisseurs qui ont eu des deadlines. Alors toi, c'était une deadline que tu t'es fixée, mais qui ont eu ils savaient par exemple que leur boîte, elle fermait, qu'elle allait être rachetée, enfin qu'ils allaient perdre leur boulot dans 12 ou 18 mois, ou qui ont pris des boulots un peu ingrats juste pour emprunter en se disant, bon, bah, je fais ça 1 ou 2 ans. Ils sont allés super vite, hein. C'est sûr que quand t'as un peu la meute de loups qui te court derrière, tu vas beaucoup c'est plus vite, ça. je crois. T'es obligé, Euh, ouais, t'as pas le choix. yes. Ok. Et donc, bah, je voulais voir un petit point avec toi. C'était sur l'investissement à Paris. Donc, on n'a pas eu beaucoup d'investisseurs parisiens sur le podcast. Comment ça se passe pour moi? Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un marché qui est. Alors, forcément, il y a plus d'offres que dans des villes qui sont plus petites. Le marché, il va sûrement plus vite. Euh, est-ce que là, par exemple, il y a une importance du réseau plus qu'ailleurs? Comment est-ce que toi, tu as voulu absolument, tu cherchais, enfin, première question, est-ce que tu cherches souvent, on dit, ouais, il faut trouver un bien qui est sous le prix du marché. C'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires. Euh, dans les villes de province, il y a un peu moins de gens dans les deux cas. Tu as l'impression qu'il peut exister une sorte de gap entre les deux. Et j'ai l'impression qu'à Paris, ça a marché plus comme un peu pour les actions, quoi. Quand les actions totales, il n'y a pas de différence entre le prix demandé et le prix et à l'achat et à la vente. Comment ça se passe du coup? Il y a une bonne affaire qui sort, tu as tout de suite 50 personnes qui sont dessus, c'est ton réseau qui t'appelle, ou tu te dis, bon, bah tant pis, j'achète maintenant au prix qui est demandé, et puis l'immobilier, pendant longtemps, il a beaucoup monté, du coup, je compte là-dessus. Comment ça se passe un peu? Ouais. Très très bonne question, effectivement, très bonne question. C'est marrant parce que moi je connais en fait que l'immobilier parisien. Hmm. Enfin, quoique j'ai un immeuble en Île-de-France qui est vraiment, enfin, fin fond de l'Île-de-France, donc c'est pas, on va dire qu'il est pas dans la zone urbaine proche Paris. Du coup, c'est ma seule expérience hors Paris, mais vraiment dans Paris, en fait, ça dépend de où tu te situes dans le marché. Quand tu es dans une phase, moi j'ai commencé à investir dans une phase d'immobilier qui était descendante. Tu vois, j'appelais le lundi tranquillement pour faire mes visites le samedi, je revenais vers l'agent une semaine après, c'était tranquille. Là, quand c'est comme ça, bah, t'as tout le temps, t'as pas non plus beaucoup d'acheteurs qui sont intéressés. Donc,
En plus, à l'époque, moi, je travaillais beaucoup. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, mon expérience dans le marché baissier, je l'ai eu, du coup, il y a 10 ans, quand je travaillais beaucoup. Donc, j'avais pas à l'époque développé mon réseau, etc. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est que en période de baisse, enfin, voilà, t'as le temps, c'est tranquille. Comme on peut connaître Et puis maintenant, et c'est Paris, vrai c'est qu'on le grand. voit, hein. On le voit, hein. Mm. Ouais. Ah bah oui, là, c'est à jouer à Paris. C'est très intéressant parce que donc maintenant, donc, c'est ma deuxième expérience de marché baissier. Et c'est très intéressant parce que maintenant, j'ai l'expérience, etc., la connaissance. Et je vois les distinctions. Par exemple, là, les prix baissent, mais pas partout. Tu vois, moi, j'ai acheté dans le huitième. En fait, j'ai orienté ma stratégie il y a 3 ans dans les quartiers chics. Et là, du coup, je continue d'acheter dans le huitième, mais je dois me battre vraiment pour avoir mes biens, même en ce moment. Genre offre sans condition de prêt. Tous les achats que j'ai faits dans le huitième, je les ai fait sans condition de prêt. J'ai très bien vendu aussi. Donc il y a des subtilités. Mais voilà, en période de baisse, voilà. En période où les prix sont hauts, comme là entre 2016 et jusqu'à 2022, bah, c'est un peu ce que tu décris, c'est-à-dire que tu vois le bien, tu es obligé de faire une offre au prix en fait. Tu es obligé de faire une Mm. offre au prix. Il n'y a pas de marge de négo parce que c'est pas toi qui achètes, c'est quelqu'un d'autre. Et là, pareil, moi, dans ma méthode, ce que je fais, comme j'ai toujours beaucoup travaillé en parallèle, ce que je faisais, c'est que justement, ma technique, c'est que je mets des alertes, j'attends, je regarde, je les vois sur mon téléphone et je mets des alertes, tu vois, des prix bas. Donc, automatiquement, c'est des biens de mauvaise qualité que j'ai. Et comme ça, le jour où j'ai un bien qui a l'air correct sur mon alerte, je sais que c'est une bonne affaire. Et là, je me précipite, mais vraiment, je me précipite pour y aller et faire une offre sur condition. Ouais. Donc, la technique, on va vous la donner gratos dans ces marchés. C'est toujours prendre un print screen de l'annonce avec le numéro de téléphone. Parce que souvent, quand ça sonne beaucoup, les agents, ils suppriment l'annonce. Donc, C'est clair. Et surtout, j'ai un conseil aussi, parce que une fois, ça m'est arrivé sur un studio, mais incroyablement pas cher pour ce que c'était, genre 200 000 euros, alors qu'il en valait facile 250, 270. J'appelle et tout, l'agent, elle m'avait raccroché, elle m'avait répondu, je lui avais envoyé un SMS. Elle m'avait dit non, désolé, je prends plus de visites. L'annonce venait de paraître. Hein. L'annonce venait de paraître. Elle me dit non, je prends plus de visites, j'ai trop de visites, c'est fini. Et là, je lui avais répondu ah bah dommage, parce que j'allais acheter sans condition de prêt. Elle m'a dit bon, d'accord, ok, alors dans ce cas-là, je vous place en premier demain midi. Et et à ce moment-là, j'avais pas encore le cash. Bon, c'était 200 000 euros, ça va. Enfin, c'est pas genre 400 ou plus. Mais j'étais en train de vendre un appart, donc j'avais pas encore le cash, mais j'étais obligée de faire ça en fait. J'étais mm, confiante que j'allais avoir le prêt aussi. Et du coup, je suis venue le lendemain, midi, j'étais la première à visiter. J'étais obligée de faire une offre sans condition et je l'ai eu. Et voilà. Donc parfois, voilà ce qu'il faut faire pour passer devant tout le monde. yes. Intéressant. Et toi, du coup, tu as acheté, revendu. C'est comme ça que tu as pu avoir. Chaque fois que tu as fait une offre sans condition de prêt, tu avais quand même les fonds d'une manière ou d'une Oui, autre. oui, maintenant, oui, 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 Ouais. c'est clair. Ouais, ouais, c'est juste la première fois. C'était la première fois que je faisais ça, mais j'étais en train de vendre un appart. Mm, Après, il faut pas prendre des risques. Faut pas, à mm, moins d'être prêt à se dire, mm, si j'ai pas mon prêt, tant pis, je paye les 10% d'indemnité d'immobilisation. mm. Ça, mais moi, c'est pas ma philosophie. Quand je fais un achat, je sais que c'est bon Yes. et ouais. Et ça, moi, c'est mon expert comptable, d'ailleurs, c'est un pote à moi. Lui, il a eu une décision par rapport à ça, justement, les 10%, quelqu'un qui il vendait un immeuble et puis la personne, elle n'a pas respecté les conditions. T'en sais un peu plus. Et notamment, moi, il y a souvent les frais d'agent immobilier qui doivent aussi être, souvent, c'est indiqué dans les compromis, en tout cas, qu'il faut payer 10% plus les frais d'agence. Souvent, sur Oui. les biens pas chers, c'est 7-8%. Euh, t'as- tu- tu- Est-ce que tu connais des précédents, des gens qui ont dû les payer? Ça te parle ou? Non, jamais eu le cas autour de moi, Ouais. non. Mais je Ouais. sais qu'il y a, enfin, en tout cas, j'ai pas suivi la fin de l'histoire, mais j'ai déjà eu le cas autour de moi d'investisseurs qui n'ont pas été diligents avec les délais et Mm. après qui ont été assignés. Ouais. Mm. Ouais, faut faire hyper attention. Et même la condition, peut-être tu me corriges hein, si je me trompe. Faut bien, les compromis, ils ont des dates de fin. Et il faut bien si notamment la condition de non-obtention du financement, elle est valable tant que le compromis, il est valable, quoi. Donc faut vraiment, si vous êtes un peu dans la galère, il faut la présenter avant la fin, quoi. C'est quelque chose auquel les gens, ils essaient, ils disent, ouais, c'est bon, ça va tomber. On connaît les banques, elles nous font courir
elles peuvent nous faire perdre beaucoup de temps et puis au final dire non, ça peut changer et tout. Donc, faut vraiment bien regarder Non, ça. non, il faut être très vigilant sur les délais. Ouais. D'ailleurs, j'ai écrit un paragraphe là-dessus dans mon livre parce que ça, je veux dire, c'est un scoop. Je suis en train d'écrire un livre sur l'investissement immobilier Ok. et créé un paragraphe là-dessus. Ouais. Là, il faut être très très vigilant sur les délais. Yes. Top. Et en fait, en tout cas, ce que je retiens de ton parcours, du coup, c'est que t'as quand même ça. Tu as encore ton studio de résidence principale ou tu l'as revendu? Oui, mais je l'ai mise en location il y a très 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 Ok. longtemps. Ok. Très, ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que on voit bien l'intérêt que tu as pu avoir d'acheter assez tôt quand même certains ou de profiter du marché qui a monté aussi pour avoir du cash pour aller sur le marché parisien parce que ouais, je pense que c'est un prérequis. Et effectivement, c'est marrant que tu aies connu ces deux phases. Là, on le voit, autant les prix de l'immobilier, ils ont un peu tendance à voilà, les chiffres, ils changent tout le temps. Bah, maintenant, toi, tu as été journaliste, tu sais que parfois, bah, c'est pareil, la fiabilité des sources, quand on dit, enfin, nous, on sait très bien, on achète des biens, ça prend 6 mois, et puis toi, tu as un article dans le journal que les biens, en août 2023, ils ont baissé de 10%, quoi. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas, ce qu'on voit énormément, c'est la demande. Enfin, les acheteurs, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins en ce moment, quoi. Autant les prix, ils ont peut-être pris 10% de moins, ou je sais pas, ou 5 selon les régions. Mais autant les acheteurs, à mon avis, c'est au moins divisé par 2, si c'est pas divisé par 3 par rapport à avant. Et c'est Ah bah vraiment c'est flagrant. simple. Hein, moi, je vais te complètement. Bah, je vais te donner un exemple concret. Bah, typiquement mon premier appartement que j'avais acheté il y a 11 ans maintenant. J'avais voulu le mettre en vente il y a 2 ans. J'avais mis à 370 000, qui était un très bon prix. Et j'avais Pour eu toi, genre... pour toi ou pour l'acheteur? non, pour l'acheteur, ouais. En fait, c'est que ça faisait plusieurs années que je me disais, bon, est-ce que je le vends pas? Parce qu'en fait, j'avais deux Hmm. appartements dans la même rue. J'ai vendu l'autre très, très bien, super bien. J'ai fait une très, très belle plus-value. Et du coup, j'hésitais à revendre l'autre parce qu'il est bien situé. Tu vois, il est à Montmartre. J'ai quand même, j'ai pas, je sais qu'il faut pas réfléchir comme ça quand on est investisseur, mais moi, c'est plus en termes de valorisation à long terme, avec le Grand Paris, etc. Je pense vraiment que les biens bien situés près des monuments, des sites touristiques, ils vaudront encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à l'avenir quand le Grand Paris naîtra. Donc, ça me faisait chier de lâcher en fait une position dans un Hmm. bon emplacement comme ça. Bref. Et du coup, il y a 2 ans, je me suis dit bon bah je vais essayer de vendre celui-là, voilà. Et donc j'avais mis 370 parce que j'avais eu une offre en hiver à ce prix-là. En hiver, enfin, il y a une saisonnalité dans les ventes. Hein. Tu vends toujours moins Vaut cher mieux en acheter hiver en que dans automne les beaux et jours. C'est vendre au ça, printemps. exactement. Ouais, ça aussi je le dis dans mon livre. Bref. Et du coup, donc mars 2021, j'ai mis l'annonce à 370 000. J'ai eu 12 offres en une matinée. Là, je me suis dit, oula, il y a un souci, j'ai très mal pricé mon produit, je le vends pas, finalement, Mhm. je le garde, je préfère le conserver. Et là, j'ai essayé de le vendre aussi cette année, là, je crois au mois de mai, chose comme ça. J'ai rien eu. Ah, en plus, à 300, ah si, j'ai eu une offre à 350, en plus en condition de prêt, mais ils se sont désistés, etc. Et en fait, j'ai vu avec des amis agents IMO, ils m'ont estimé, il faut 340 maintenant. Donc, en gros, de 400, parce que dans la période haute, clairement, ils partent à 400. Hmm. De 400, il y avait ça à 340. Mais c'est pas grave. Quand on est investisseur, bah c'est pas grave. On sait il y a des périodes. Faut juste agir Ouais, en c'est ça. conséquence. Voilà, Yes. faut juste pas déboucler les opérations, quoi. Hmm. Mais par contre, c'est un bon point de. Et j'en parlais aujourd'hui, tiens, avec quelqu'un rien à voir dans notre monde, qui sait même pas que j'ai un podcast. Il y a des gens qui le savent. Euh, et en tout cas, c'est vrai que là, les taux sont plus élevés pour emprunter, ça vous coûte plus cher chaque mois. Mais en tout cas, tu peux acheter 60 000 euros de moins qu'il y a 2 ans un bien. Enfin, et Ouais. donc, Ah parfois, ouais. les gens, et c'est sûr qu'au début, les centaines d'euros, ça compte. Mais en fait, ce qui compte dans une opération immobilière, c'est tout de l'achat jusqu'à la revente. Et là, tu te dis, OK, je vais payer peut-être, je sais pas, 300, 400 euros par mois de plus. Et si le marché, il se retourne dans 2 ans, bah, tu auras payé peut-être 10 000 euros de plus d'intérêt que tu aurais payé avec des taux à 1%, mais tu as payé ton bien 60 000 euros de moins. Donc, c'est Mm. sûr que c'est complètement différent. Ouais, complètement. C'est pas une mauvaise chose que le marché baisse. Hein. Hmm. C'est comme ça. Faut juste s'adapter en fait. Faut s'adapter. Et on fait des choses différentes. On investit différemment en période de hausse et en période de baisse. Yes. Bah, top. Et comment, parce que c'est vrai que surtout les gens
plus débutants ou même qui ont commencé il y a 3 ans, même très fort, ou 4 ans, très fort, comment tu décides de vendre un bien? C'est vrai que c'est pas une décision qui est simple. Moi, j'en ai vendu aussi. Euh, je regrette pas parce que ça m'a aidé pour la suite, mais bon, c'est sûr qu'entre-temps, il y en a qui ont pris de la valorisation. Il y a eu aussi des événements de la vie. Il y a eu aussi, j'avais un appart. En fait, j'aimais pas y aller. L'endroit, il était pas incroyable. Et du coup, je l'ai revendu. Mais comment toi, tu décides à Paris, la ville? Tout le monde a envie, quoi. De, Ouais. sauf Porte de la Chapelle, là. Mais comment est-ce qu'on décide, comment tu décides pour toi de vendre? T'as d'autres projets? Tu les as déjà en tête? Tu te dis, bon, maintenant, il faut que l'appartement, il a bien pris. J'ai 20 ans de loyer d'avance si je revends. Comment on décide un peu de ce mécanisme? Ouais, alors, excellente question. C'est vrai que quand on commence, même moi, hein, quand je démarrais, enfin, j'avais aucune idée. En fait, c'est quand on démarre et qu'on n'a pas l'expérience, c'est le brouillard. Tout ce que tu viens de dire, voilà, quand est-ce que je vends, est-ce que, et en fait, là, avec le temps, avec les années, etc. Là, tu comprends tout, c'est clair. En fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier une vente. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'enrichissement, il se fait à la revente. C'est bien, hein, de capitaliser tous les mois, c'est très bien, mais c'est lent. Soit tu attends 20 ans, soit si tu veux aller plus vite, tu es obligé d'arbitrer. Il faut arbitrer, il faut arbitrer. Et quand est-ce que tu arbitres? Quand est-ce que tu vends? Bah, en fait, tu as différents scénarios. Le premier cas, c'est quand tu approches la fin de tes amortissements. Tu vois, ça fait 10 ans que tu as fait des déficits, etc. Là, tu vas bientôt passer en positif, tu as bien amorti ton prêt, les prix du marché ont augmenté. Du coup, là, tu peux sortir de ta position. Aussi, tu peux regarder si tu as bien acheté et que la valeur de ton bien, elle est élevée. Elle est très élevée par rapport à ce que ça t'a coûté. Si la plus-value que tu aurais en revendant ton bien représente plusieurs années de loyer d'avance, là, c'est pertinent de vendre. C'est bien d'arbitrer aussi quand tu as d'autres projets et que tu vas aller plus loin. Tu vois, si tu gardes un bien locatif à 100 000 euros, bah, c'est soit tu attends 20 ans d'avoir fini ton crédit, soit tu le déboucles au bout de 5 ans, 10 ans, et avec la plus-value, du coup, tu l'utilises en apport sur un nouveau projet. C'est bien aussi si tu as besoin de te désendetter pour partir sur de nouveaux projets, donc tu te désendettes complètement. Oui, je sais que bah, ça fait mal au cœur là, de déboucler des opérations à 1% pour s'endetter à 4%. Il faut faire les calculs. Il faut vraiment faire les calculs, ce que tu perds, ce que tu gagnes dans les deux cas. Euh, Aussi, c'est pertinent de vendre si tu as plus de trésor, parce que c'est très dangereux en IMO de pas avoir de trésor. Donc, si tu te rends compte que tu as plus de trésorerie de sécurité, ou c'est juste tu as envie d'avoir du capital pour saisir les opportunités. Par exemple, en ce moment, comme les prix baissent et visiblement en 2024, les prix vont baisser encore plus, ben, c'est vraiment le moment idéal d'avoir du cash. C'est-à-dire que là, si vous avez des choses à vendre, même si c'est à la baisse, même moi dans mon cas, hein, c'est juste que j'ai pas besoin, j'ai déjà du cash, j'ai pas besoin de déboucler mon opération là dont je t'ai parlé. Mais c'est très bien de vendre, même si vous vendez moins cher, c'est pas grave. Au moins, ça fait du capital pour saisir les opportunités quand il y en aura. Voilà. Donc, tu vois, tu as plein de situations, mais il faut pas avoir peur de vendre. Au contraire. Hmm. Très intéressant. C'est vrai que moi, c'est comme ça que j'ai pu accélérer énormément. Euh, c'est en faisant des ventes. Bah voilà. Après, j'avais du cash, j'ai pu payer des apports, j'ai pu acheter C'est beaucoup. ça. La question qui revient tout le temps, c'est surtout à Paris, c'est l'endettement. Comment tu as pu t'endetter? Est-ce que tu as eu des... En plus, les rentabilités sont assez basses. On n'en a pas parlé, mais bon, il y a différents modes d'exploitation, surtout à Paris. Est-ce que tu as été bloqué? Tu as dû faire des associations? Tu as acheté toute seule? Tu avais de l'apport? Tu avais un bon banquier? Comment tu as pu Alors, enchaîner les ouais, opérations? je pense qu'il y a plusieurs facteurs en fait. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est d'être déterminé. Pour moi, quand tu veux, tu peux. Il faut chercher, chercher, chercher. Et souvent, les investisseurs se bloquent au premier nom de leur banquier. J'en ai rencontré plein qui disent bon bah voilà, là je suis arrivé à 700 000, bah c'est trop tard. Enfin moi c'est fini. Mon banquier m'a dit que bah qu'il pouvait plus me suivre, etc. Et il s'arrête là. Et c'est vrai que moi j'avais été bloquée à partir de mon troisième bien où là ça commençait un petit peu à bloquer, mais j'ai tenu, etc. Et non, mon courtier m'avait trouvé un financement. Et même, tiens, c'était la même banque qui m'avait financé les trois premiers biens pour 1 million d'euros. Et en fait, ce qu'ils avaient fait pour le troisième prêt, c'est qu'ils avaient fait un prêt lissé. En fait, ils s'étaient arrangés. J'avais déjà deux prêts, un sur 15 ans, un sur 20 ans. Et du coup, ils s'étaient arrangés pour que les mensualités, que sur ce troisième bien, du coup,
commence, en tout cas, il s'est arrangé pour que les remboursements en capital ne commencent que à l'issue des 15 ans et des 20 ans Ok. sur les deux autres prêts. Donc, tu as ça. Après, en fait, il y a toujours des solutions. Tu as des banquiers qui financent. Alors déjà, c'est vrai que j'avais un bon salaire. Ça, c'est vrai, il faut pas nier. Voilà, il faut quand même. Même, j'avais pas des rentabilités folles, effectivement. Mais j'étais juste à l'équilibre. Mais c'est vrai que de base, j'avais un bon salaire. Mais dans ce cas-là, Et si on n'a souvent pour pas la un bon banque, salaire, j'en parlais avec ouais, un de mes membres là. Pour la banque, c'est à peu près la même, enfin, c'est la même chose. Que tu gagnes, enfin, comment expliquer, mais admettons que tu gagnes 4 000 € par mois et que tu es 1 000 € de loyer. Parce que les personnes, souvent, elles regardent bien par bien. Elles disent, ouais, mais si la banque, si mon bien, il est pas super rentable, la banque, elle va arrêter de me suivre. En fait, la banque, elle prend tous tes revenus. Et si tu gagnes 1 000 € de exactement, plus dans ton salaire ou 1 000 € de plus sur ton bien immo, ça va rien changer pour elle. C'est 1 000 €. Donc, faites des études, écoutez vos exactement. parents et gagnez bien votre vie. Ouais, c'est ça. C'est vrai il faut quand même une bonne base pour vraiment monter. Il faut quand même il faut gagner le plus possible au maximum. Quitte à prendre 2 boulots, 3 boulots, il faut gagner quand même. Ouais, c'est vrai qu'il faut quand même une somme. Mais après, ou bien, si on n'a pas un bon revenu, je pense qu'on peut très bien commencer avec un salaire à moins de 2 000 € et du coup scaler. Mais il suffit dans ce cas-là de se tourner vers des biens très rentables. Parce qu'à chaque Mm. demande de prêt, la banque prend en compte effectivement, comme tu dis, en fait, les revenus locatifs à venir, existants Mm. et à venir. Donc ça, après, tu sais, il y a les exceptions, il y a des 20%. Les banques peuvent déroger aux règles du HCSF à hauteur de 20% les dossiers. Il y a eu quoi d'autre? Je suis tombée sur des banquiers aussi qui étaient très orientés investisseurs. Et puis, tu as aussi, moi personnellement, je ne l'ai pas fait, mais tu as des banques d'affaires qui ne tiennent pas compte du taux d'endettement personnel, enfin qui prennent en compte ton dossier. À partir du moment où le taux d'endettement personnel est inférieur à, je crois, 40%, et du coup, elles te prêtent de manière illimitée Mm. tant que tu empruntes en SCI. Et ça, les Mm. banques, enfin les investisseurs connaissent pas. C'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter à un nom du banquier du coin, parce que quand on commence à cumuler les biens, en fait, il faut se professionnaliser. C'est-à-dire qu'on va pas voir le Mm. banquier du coin, il va pas comprendre. Non, il faut vraiment aller chercher des bonnes personnes au bon endroit qui parlent le langage de l'investissement et qui aiment avoir des clients investisseurs. Yes. Et Et après, le ouais, réseau, voilà. ouais. C'est le réseau Le aussi qui réseau, c'est aide très à trouver les important. contacts. Ouais. Et après, les 35%, ils sont fixes, parce que moi, j'ai lu je pense que c'est un décret. Euh, mais après, le numérateur et le dénominateur, tu mets un peu ce que tu veux dedans, hein. Enfin, tu peux moi, j'en parlais à un de mes derniers emprunts que j'ai fait en nom propre. J'avais, le banquier, il m'a calculé 12% d'endettement. Ça veut dire que j'étais entre deux résidences principales, j'étais locataire. Il a pas du tout pris. Après, moi, à la base, je suis financier. Un loyer, c'est pas une dette, quoi. Un loyer, tu payes tous les mois. Donc lui, il a fait la même chose. Sauf qu'il y a des banquiers qui font ça différemment. Et du coup, il m'avait enlevé plein de trucs, tout ce que j'avais en société, il l'avait pas tenu compte et tout. Et j'avais 12% d'endettement, alors que je connais personne qui est plus endetté que moi. Donc C'est clair, ouais. voilà. Mais en fait, c'est sûr, après, tu prends tes revenus, ils peuvent aller dans tous les sens et tout. Et c'est vrai que c'est pas idiot ce que tu as dit, même plutôt brillant, d'avoir un side business, parce que souvent, tu peux soit donc prendre un autre emploi, soit moi j'ai un membre là, Kevin, il s'est créé sur base de l'investissement une activité à côté. Et ça va beaucoup plus vite. Maintenant, il doit faire peut-être, je sais pas, 1 000 € par mois avec cette autre activité. Dans un boulot normal, prendre 1 000 € d'augmentation, ça peut être super lent. Et après, au pire, même l'activité, tu l'as fait un an. Pendant cette année, t'empruntes sur base de ces deux revenus. Et ensuite, voilà, advienne que pourra. C'est vrai qu'on a la chance en France que c'est un instant T. Ils font une photo, ils te prêtent l'argent, et puis après, ils vont pas te demander dans 3 ans le fait combien tu gagnes. Exactement. Après, faut pas appeler ton banquier en lui disant ouais, j'arrête tout. Mais Ouais, ouais. Non, c'est clair. Après, juste une nuance, parce que c'est vrai qu'il faut quand même de la disponibilité mentale pour investir, pour bien ouais. investir. Parce que je réfléchis je pense que toi, on l'a dit tout à l'heure, toi, quand tu étais auditeur et moi, quand j'étais en cabinet Mmh. d'affaires, on n'avait pas l'espace mental, en fait, de réfléchir à nos Mmh. investissements. Et on faisait, tu vois, toi, tu t'as oublié, enfin, tu vois, donc, qu'est-ce que tu me disais sur ton bien, ou là, Ouais, elle payait pas et je l'ai voilà, pas assez relancé, pas assez voilà. vite, pas assez. Ben, Ouais. moi aussi, sur mon premier chantier, ma première résidence principale, l'artisan n'est plus venu du jour au lendemain. Et j'ai honte, j'ai mis genre 2 mois à me rendre compte qu'il venait plus sur mon chantier, quoi. Ouais. Ah, mais c'est pas étonnant Tellement, quand tu travailles comme ça. Je pense ouais, que voilà, il y a tout le monde se rend pas compte de ce que c'est de travailler 60, 70, 80 heures par semaine, ouais, souvent réparties sur la semaine, même pas trop le week-end. Enfin moi c'était comme ça.
Donc, c'était vraiment du 9h, 22h, je faisais tout le temps. Mm. Et la vie, elle passe vite. Hein. Quand tu bosses comme Ouais, ça, ta ouais, vie, t'as elle vu. passe très vite. Ouais, c'est Euh, clair. Ouais. Et moi, 22h, j'étais contente. Hein. Et 22h, mm. j'avais ma soirée. Mm. Et je connais des personnes qui avaient des métiers très prenants et qui ont démissionné pour faire des métiers moins prenants intellectuellement pour investir. Et, euh, et Ouais, et ben, c'est ouais. pas idiot non plus. Hein. Franchement, c'est. Et ben, c'est ce que j'ai fait en fait, parce que Mm. quand j'ai quitté du coup là ce cabinet-là, enfin les deux cabinets d'affilée où vraiment c'était j'en pouvais plus. Là, je m'étais dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne dans un cabinet, etc. Mais je m'étais dit bon, puisque je veux faire de l'immobilier, j'ai besoin de temps. Et c'est vrai que j'avais pris la décision consciemment de me dire bon, allez, je vais prendre un boulot juriste en entreprise où je connais déjà ma matière, j'ai pas d'efforts à faire pour me laisser le temps de faire de l'immobilier à côté. Ouais. Ok. Et en revenant sur ton métier de juriste, est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé dans tes investissements ou ça t'a desservi ou... Alors, non, desservi jamais, jamais, jamais. Aider, alors dans la vie de tous les jours, genre dans la vie de l'investisseur au quotidien, pas spécialement sur le plan juridique. Par contre, sur le plan, tu vois, organisation, tout ça, oui. Après, bah, sur le plan juridique, oui, je connais mes droits, etc. Par exemple, typiquement, au début, enfin, dans mes débuts, j'avais pas le réflexe de faire signer, tu vois, mes offres d'achat, par exemple. Je les faisais pas signer. Pourquoi? Parce que pour moi, juridiquement, à partir du moment où c'est pas pour moi, juridiquement c'est la loi, c'est comme ça. À partir du moment où une personne donne son acceptation, même si elle ne matérialise pas son acceptation par une signature, elle est quand même engagée. Surtout si par la suite elle fait tout ce Elle qu'elle fait continue pour, à... enfin, elle continue la démarche. Et moi, en l'occurrence, sur un immeuble, j'ai eu ce cas en fait, un vendeur, je n'avais pas fait contresigner tellement j'étais confiante, je n'avais pas fait contresigner mon offre. Et puis ensuite, il a vendu à quelqu'un d'autre, quoi. Et j'avais même reçu la promesse. J'avais reçu la promesse. Et ensuite, j'avais plus entendu parler de lui. Et après, j'ai fait mon avocate. Hein. J'ai écrit, j'ai menacé le notaire parce que du coup, ce vendeur-là, sa notaire était complice. Mais bon, après, tu sais, faut avancer. Tant pis, quoi. Donc, tant pis. Et voilà, ça arrive, on a une toute petite coupure, on se retrouve tout de suite de l'autre côté avec Sonia. L'annuler versus enfin, je sais pas si on peut défaire une vente, c'est assez compliqué, je pense quand même. Si le... Je me souviens plus, mais il me semble que oui. Hmm. Je regarderai parce que j'ai un ouvrage derrière moi. Je te dirai. Hmm. Et, Je sais pas à mais quel point. dans tous les cas, quand on fait l'investissement, il faut se tourner vers l'objectif. Il faut pas perdre de Hmm. temps avec les procédures. Je vois aussi parfois des investisseurs qui font des recours à droite à gauche. Non, faut action. Hmm. L'objectif, faut rester concentré sur l'objectif. Ouais. Yes. Très intéressant. Bah, moi, je le vois, j'ai eu des problèmes avec un concierge Airbnb qui, au final, il louait de son côté. Enfin, il a arnaqué un peu tout le monde. Puis il louait pas que à des personnes qui payaient la sécu, les impôts. Et en fait, Ah ça ouais. c'est donc moi là, je suis allé. Première fois, au début, on savait pas trop ce qui se passait. Puis deuxième fois, je suis allé, j'ai dit bon, maintenant tu me rends mes clés, on se casse. Voilà, on n'entend plus parler. Peut-être que j'ai perdu 2 000 euros. Il y a des gens, ils ont pété les plombs. Après, j'étais dans un groupe WhatsApp. Ils sont devenus, ça les a pourris en fait, plusieurs mois, plusieurs années. Effectivement, ça fait chier parce que tu as des gens qui gagnent de l'argent en t'arnaquant. Bah forcément, ça fait pas plaisir. Mais après, c'est comme ça, hein, ça arrive souvent. Et encore maintenant, il y a beaucoup plus de moyens que je pense aux gens dans les années 90 qui avaient des appartements dans le sud de la France. Et puis, comme par hasard, c'était Mm. jamais loué. Et puis, en fait, les gars sur place, ils le louaient pour eux-mêmes. Donc, effectivement, parfois, il vaut mieux. Et puis, même, t'es juriste, mais on dit un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Et je pense Mm. qu'effectivement, dans beaucoup de cas, c'est comme ça. L'argent, on le retrouve, Ouais, le temps et l'énergie, c'est ça. on le retrouve pas forcément. Ok, donc maintenant, c'est quoi l'objectif? Racheter comme au Monopoly, avoir un appart dans chaque couleur là, orange, vert, bleu. T'as dit que tu avais changé de stratégie. Est-ce qu'au départ, je pense que quand je me suis un peu renseigné, toi, tu avais acheté forcément dans les quartiers en devenir de Paris. Mm. Maintenant, ils sont devenus, hein, parce qu'au final, les prix sont assez proches enfin, il y a toujours de la différence, mais est-ce qu'elle s'est un peu amenuisée, non, la différence entre les meilleurs et les moins bons quartiers?
Alors que en fait, bon, ouais. la démographie, elle s'est pas vraiment arrangée. Enfin, en tout cas, moi, dans les villes où je suis. C'est quoi la stratégie, du coup? En fait, effectivement, oui, ma stratégie historique, c'était d'acheter dans les quartiers en devenir, parce que du coup, les prix à l'achat étaient moins élevés, mais les loyers étaient équivalents aux bons quartiers, enfin aux quartiers centraux. Et ça marchait bien, mais il y a un plafond, il y a un double plafond déjà, c'est que tu peux pas augmenter tes loyers, tu peux pas mettre tes loyers vraiment trop à un niveau trop haut, parce que ceux qui ont vraiment vraiment de l'argent, qui sont riches, ils vont pas forcément aller dans ces quartiers en devenir. Il faut arriver à la maturité de ce quartier gentrifié, qui est arrivé moi avec certains de mes quartiers, mais il y a quand même une limite. Et ensuite, c'est qu'en fait, une fois que le marché se retourne, le phénomène de gentrification, il se met en pause. Hmm. Il se met Ok. en pause. C'est pas pour ça que j'ai arrêté. Moi, j'avais arrêté avant. Enfin, en fait, j'ai switché ma stratégie quand, déjà, moi, j'ai toujours voulu faire du luxe. Toujours. C'est vrai que dès que j'ai commencé à faire l'immobilier, ce que j'avais en tête, moi, la vision que j'avais, c'était, je voulais une chaîne d'appart-hôtels. Tu vois, tu me demandais ce que je veux faire par la suite. Voilà, je veux des hôtels, etc. J'aime les beaux endroits. Et, euh, et du coup, il y a 3 ans, un matin, je m'étais dit bon ben, allez, je tente les quartiers chics. J'ai toujours, voilà, faut que j'arrête avec ce que je fais. C'est pas, faut que j'arrête, mais je m'étais dit tiens, quartier chic. Et c'est là que j'avais commencé. J'ai vu que ça s'était très très bien passé. Du coup, dans le 8e, dans le quartier des Champs-Élysées. Et là, je me suis rendu compte que c'est un tout autre marché. C'est-à-dire que quand tu vises une clientèle haut de gamme, bah t'as pas de plafond en fait. T'as plus de limite. Il y a plus de limite. En Et termes donc, de loyer, tu veux dire? en termes de loyer, ouais. Ouais. Et puis à la Hmm. revente aussi, ouais. C'est plus Hmm. pareil. Ah Parce ouais, que les c'est personnes qui ont intéressant. l'argent, elles sont prêtes à mettre le prix. Tu vois, tu regardes par exemple rien que c'est comme toi, par exemple, si tu vas, je parle des étrangers aussi. Hein. Par exemple, toi, si tu vas à Londres, si tu vas dans une ville, tu vas pas aller habiter dans le quartier bobo. Tu vois, imaginons même New York. Si tu vas à New York, tu veux être dans le centre, quoi. Tu veux être Ouais, à downtown, Manhattan. à Manhattan. Tu veux être à Manhattan, quoi. Tu veux pas être, je sais pas, c'est quoi les quartiers bobo à New York qui sont un Je sais peu pas, à plus Brooklyn éloignés. ou un truc comme ça. Voilà, tu vas pas à Brooklyn. Tu peux, mais à choisir, tu préfères être en Hmm. plein Manhattan, quoi. Donc c'est pareil. Et du coup, bah, et j'ai toujours aussi voulu viser les étrangers. C'est toujours ce que j'ai eu en tête. Donc j'ai trouvé ma cible et mon type de produit. Et là, ça n'a rien à voir. Il y a plus de plafond. Yes. Très intéressant parce qu'en ce moment, je lis un livre, The 100 Million Offer, qui est assez connu, de Alex Alors Hormozy. Je sais vas-y. pas. Ouais. Ouais, je Et en l'ai fait, aussi. lui, il Ouais. en parle. Il dit quand on m'a offert ce livre, hein, merci beaucoup. En fait, il parle il faut trouver 4 piliers pour ton 1 million offer, mais ça peut être aussi pour ton loyer à 4 ou 5 000 euros à Paris, je pense. C'est le pouvoir d'achat des personnes, le fait qu'elles soient faciles à cibler, que le marché il soit pas en déclin et que ce soit une douleur pour eux enfin qu'il y ait une douleur. Donc la douleur, bah t'as pas de logement, où tu dis à tes amis, c'est comme si tu t'expatries, tu vois. Admettons, tu t'expatries, je sais pas, à Berlin ou j'en sais rien, ou à Londres ou en Angleterre en tout cas. Tu vas pas dire à tes potes, ouais, en fait, moi, j'habite pas vraiment à Londres, j'habite à Mm. 45 minutes de là. Les gens, ils vont pas venir, tu vois. Donc, effectivement, c'est vrai que là, bah, toi, tu as trouvé assez ces quatre piliers qui peuvent faire une bonne offre, tu vois. Donc, Ouais, ouais, c'est complètement. Ouais. et Et du j'adore ça. Ouais. C'est ce que j'ai. En fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, quoi. hmm. Est-ce que tu as l'impression que les personnes, t'as pu en tirer quelque chose de tes locataires en termes de soit de réseau, soit d'événements, soit d'activités? Est-ce que c'est locataires haut de gamme, entre guillemets? Par exemple, moi, je loue ma résidence principale quand je suis pas là, je suis souvent pas là, et je parle avec les personnes. Et bon, mon appartement, il coûte cher, hein, il coûte cher, hein, je vous le dis. Voilà. Et donc, bah, forcément, les gens qui viennent le louer, souvent, bah, en tout cas, c'est pas des cassos, hein, la plupart du temps. Et ils m'ont appris plein de choses sur la région, sur des endroits que je connaissais pas, des restaurants que je connaissais pas, alors que c'est chez moi, mais eux, ils venaient spécifiquement pour ça, qui est connu dans leur domaine. Est-ce que toi, tu as eu, via tes échanges, je sais pas, avec tes locataires haut de gamme, accès à... Ils t'ont pas dit, ah, t'es trop sympa, du coup, je t'invite à une vente aux enchères, ou je sais pas, un truc comme ça. Est-ce que t'as pu en tirer quelque chose de ce monde auquel appartiennent peut-être tes locataires? Alors non, parce que je maintiens volontairement une distance.
Hmm. Ouais, je maintiens C'est des volontairement une locataires long distance. terme que tu as, toi, ou moyen Non, pas terme surtout. forcément. Ouais, en moyenne, les gens restent 6 mois. Ouais, Ok. 6 mois. Oui, parce que moi, avec mes locataires, bien sûr, je les vous vois. Je suis jamais Ah ouais, sympathique. toujours. Enfin, je suis Enfin, il sympathique, mais faut, oui. je suis Ouais. jamais amical et tout avec eux. Bien entendu, je mets pas de smiley Ouais. dans les messages. Ça, Ah c'est ouais, non, clair. c'est. Pas de tutoiement. euh, Non, il faut maintenir une distance parce que sinon je trouve que après on est sur une pente glissante. Si le locataire commence à te prendre pour son pote, c'est hmm. pas bon. Ça va pas dans le bon sens. Et il y a un investisseur dont je citerai pas le nom qui est passé sur ce podcast où une de ses locataires mariée et qui loue à deux lui a fait des avances. Même pas pour pas payer le loyer, hein, juste des avances comme ça, qu'il a refusé, hein, bien sûr. Hein. Je n'invite que des gens avec une intégrité. Euh, euh, Ça, j'ai jamais eu. Ouais. Non, mais moi, ouais. je mets vraiment la distance. Non, Ouais. non, De mais toute bien façon, sûr. maintenant, je l'ai en réalité. Maintenant, je laisse. J'ai une gestionnaire. Enfin, Hmm. je fais plus du tout ça. Ok. Et bah, sujet, je pense intéressant. Comment, donc toi, tu fais de la moyenne durée notamment. Comment, c'est vrai qu'il y a assez peu. Tu vois, il disait justement dans la One Million Offer qu'il faut pouvoir viser les gens, tes futurs clients, et qu'il y a parfois, il y a des marchés qui sont simples à viser et il y en a d'autres qui sont plus compliqués. Et moi, c'est ce que je vois. Enfin, en tout cas, vu que j'en fais pas, euh, comment est-ce que tu communiques? Comment est-ce que les gens ont accès à ton bien, sachant que ben, les étrangers vont pas aller sur le bon coin, je pense la plupart. Airbnb, ben maintenant ils sont un peu développés là-dessus, mais voilà. Comment est-ce que c'est des réseaux que tu as via des entreprises? Est-ce que c'est via ces plateformes? Est-ce que tu as d'autres C'est par des plateformes et en fait, tout dépend du bien. En fait, si j'ai remarqué, ça dépend du bien et de la localisation. Ouais. Ok, Mais en gros, ouais, Stud Apart, c'est très bien. J'ai des agences aussi sur certains biens. Quand je veux vraiment pas me casser la tête, je travaille avec des agences qui sont spécialisées avec des expatriés. Donc ok, ça, je fais ça. Un petit peu aussi. Attends, PAP. Ouais, je m'étais du coup rendu compte de l'existence de mon marché sur PAP parce que j'avais mis une annonce du coup sur l'appartement des Champs-Élysées et j'étais mais harcelée mais par des gens de partout, du Mexique, du Brésil. Ils me suppliaient. Et là, c'est ah ça que je ouais, me suis dit mais sur même PAP. ouais, Ok. ouais. Je me souviens, Ah, les c'est mecs le dernier brésiliennes, site elles me auquel j'aurais suppliaient, elles pensé. me disaient please, please, please et tout. Et le pire, c'est un 3 pièces. J'ai un 3 pièces. Oh, alors là, je sais plus quoi faire. En 3 jours, j'ai eu genre 150 demandes sur PAP. Ok. 150 Ah, demandes en 3 jours. J'ai jamais vu ça. Et du coup, là, et c'est là que je m'étais dit, bon, en fait, plus de visite, plus rien. Allez, stud appart, boum. Les gens, ils réservent. Et il y a plus de visite. Je fais plus de visite. ok. Et voilà. Donc, tu vois, ça dépend. En fait, ça dépend. Il y a des apparts qui sont plus adaptés à certains sites que d'autres. Ok. Très intéressant. Ouais. Et c'est Donc, vrai un que appart, maintenant, ouais. le monde. En fait, moi, j'ai pas mal voyagé. Bah, ça fait plusieurs années que je voyage pas mal, et j'ai l'impression que tout le monde entier est devenu cher. Enfin, je sais pas si tous les gens ont de l'argent, mais où que j'aille, bah, j'étais à Rome, je trouvais ça assez, enfin, voire même très cher là récemment. J'étais à Londres. Typiquement, je trouvais pas ça si cher par rapport à il y a 10 ans. Enfin, en comparaison, ça a toujours été cher, Londres et tout, mais par exemple, j'étais à Rio aussi en février, j'ai regardé les prix, ils étaient pas si loin de ceux que j'ai pu voir à Londres, alors que tu te dis Rio, bon, après j'étais dans le centre de Rio, bien sûr, il y a plusieurs marchés et tout ça, mais et donc c'est vrai que s'ouvrir aux étrangers, bah tu t'ouvres à un monde qui a des moyens en fait, et surtout ceux qui voyagent ou ceux qui moi, j'ai un bon pote, c'est un Ah, Bulgare. Il m'a encore raconté il y a pas longtemps à combien les gens ils se faiient embaucher en Bulgarie, les ingénieurs IT, mais c'était entre 8 et 14 000 euros par mois, tu vois, en Bulgarie. Et il a dit, ouais. ouais, bah, maintenant, les plateformes. Donc, le monde, il a changé, en fait. C'est pas tous les Bulgares qui gagnent ça, bien sûr, mais dans des secteurs qui sont demandés, tu as des gens qui sont très bien payés. En plus, ils ont que 10 ou 15% de flat tax, je crois. Donc, c'est vrai que du coup, tu as des locataires du monde entier. Ouais, et pour compléter ce que tu viens de dire, ce que j'ai remarqué depuis que j'ai commencé, enfin, j'ai côtoyé l'univers, le monde international dès mes études. J'avais fait un Erasmus Mhm. quand j'avais 22 ans, 21 ans, et je me suis rendu compte que les gens qui voyagent, qui vont faire des études ou travailler à l'étranger, ils sont riches, ils viennent de milieux très aisés, et encore plus ceux qui viennent de pays en voie de développement. Mhm. Moi, Ouais. mes clients les plus riches, c'est Mexique, Brésil.
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai? Les Américains aussi. C'est vrai que les Mhm. Américains, ils ont quand même un beau budget. Mais ouais, Ah, c'est vrai, c'est intéressant. les Moi, quand j'étais étrangers, étudiant, il y avait ouais. un Marocain, je me rappelle, il avait des chaussures Vuitton, il Ah me oui, oui, racontait, il avait c'est une maison à Agadir, maison secondaire de je sais plus combien de chambres et tout ça. Donc ouais, c'est ouais, sûr que... c'est les plus riches qui voyagent. Ouais, ok, top. Du coup, l'avenir, ça se prépare. Hein. Ben, vers où tu veux aller? Est-ce que tu veux continuer à acheter, revendre, changer d'activité, rester un peu dans le même domaine? Comment tu vois un peu les choses? Donc déjà, ça fait là 10 ans que je fais de l'investissement immobilier. Euh, J'adore, c'est vraiment une passion. Tu vois, là, je te disais quand j'étais avocate, j'aimais bien, hein, j'étais bien. Et d'ailleurs, je n'exclus pas du tout de redevenir avocate, hein, mais c'est juste que si je le fais, ce sera différemment, ce sera pas en cabinet d'affaires. Mais là, du coup, en immobilier, j'ai vraiment trouvé mon axe. Là, actuellement, je suis très heureuse. J'aime beaucoup ce que je fais. J'adore transmettre. Tu vois, là, depuis quelques mois, j'ai décidé de partager ce que je fais, etc. Là, j'adore partager. Et je suis très. J'aime bien, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond. Et ensuite, conclure, tu vois, conclure, vraiment bien boucler la boucle. Tu vois, quand j'étais avocate, j'ai voulu boucler, terminer mon travail en passant le barreau d'Angleterre. Parce que j'ai quitté la profession au moment où je suis devenue avocate au barreau d'Angleterre. Euh, donc ça, hop, c'était fait. Là maintenant, tu vois, je suis en train d'écrire un livre. Là, c'est vraiment, je veux tout mettre, toutes mes connaissances. Je veux vraiment, ce sera la Bible de l'investissement. Et après ça, bah écoute, moi je suis une éternelle curieuse. J'adore me lancer des challenges. J'adore faire des nouvelles choses. Donc je sais que je ferai plein de choses, quoi, plein de projets. Mhm. Je sais que je ferai toujours de l'immobilier, mais différemment. Tu vois, je t'ai dit, là j'ai envie de faire des hôtels. Là aussi, bah, je lance de l'accompagnement. Du coup, parce que quand je suis lancée sur les réseaux, bah, j'ai été sollicitée. Il y a des gens qui m'écrivent, etc., qui veulent bah, du coup des conseils, etc. Donc, je me lance un petit peu là-dessus. Il y a le livre. Je sais que j'ai envie de faire du business. J'ai plein d'idées. Donc, j'ai pas de Mhm. quoi m'ennuyer. Ouais. Ouais. Yes. Ouais, c'est vrai que quelque chose qui est intéressant, que moi, je sais pas quel est ton ressenti, mais moi, quand j'étais auditeur financier avant d'être investisseur, j'ai l'impression que c'était figé, quoi. Mon monde, vu que j'avais fait, moi, j'ai étudié à peu près pendant 12 ans. Bon, j'ai travaillé au bout de 5 6 ans, mais pendant 12 ans, j'ai étudié dans cette matière. Bah, en fait, après, je m'imaginais, c'est vrai qu'au début, je m'imaginais même pas qu'il était possible d'avoir, une autre source de revenus sans repartir dans des études très longues. Et, euh, et après, quand tu es dans l'investissement immobilier, bah voilà, comme on a tous, il y en a qui ont commencé par le coaching avant d'avoir des apparts, hein, on les connaît, mais en général, c'est plutôt l'inverse qu'on fait. Et de là, tu as tout un monde qui s'ouvre et c'est vraiment extraordinaire à Exact, cause de ouais, ça. c'est clair. Et moi, j'étais comme toi, hein, et d'ailleurs, petite anecdote, le jour où j'ai eu mes résultats du barreau de Paris, je me souviens, en fait, j'ai lâché une petite larme parce que, en fait, je me visualisais, je me disais, ok, c'est cool, bon, j'ai eu le barreau, c'est super, c'est une belle réussite, mais je me suis visualisée, genre 10 ans, 20 ans plus tard, à mon bureau, à faire mes Mhm. dossiers, et en fait, je trouvais ça horrible, en fait, tu vois, d'avoir une vie où tu fais que un truc, t'es entre quatre Mhm. murs, tu fais qu'une activité, et ça m'avait mis le bad, ouais. Et à Ouais. cette époque, bah, comme toi, bah, en fait, on sait pas, on connaît pas. En même temps, c'était notre éducation, hein. Bah, bien sûr. Fais des études et un bon métier, et voilà. Et en fait, Mhm. Ça, bah, c'est bien pour nous, lancer la fusée, mais pas pour rester ouais, dans la fusée. Ok. ouais. Bah, très intéressant. Bah, écoute, ça m'a fait super plaisir d'échanger pendant 1 heure avec toi. Je pense qu'on aurait eu, comme toujours, hein, enfin, ça dépend des invités, mais on aurait eu encore beaucoup de choses à se dire. Si on veut te contacter, Mhm. tu... Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Sonia underscore Deram, donc Sonia le tiret du bas Deram. Vous pouvez me suivre. Vous pouvez me contacter. Je vois tous les messages. Parfois, je mets un peu de temps parce que je reçois beaucoup. Je mets un peu Hmm. de temps pour répondre aux messages, mais je réponds. Et voilà, donc n'hésitez pas à me Pas suivre. de vocaux, hein. Faites pas de vocaux. Enfin, je sais pas ce que tu en Non, penses, mais moi, je suis anti-vocaux, ouais, hein. Pas de pareil, vocaux. ouais. Et, ok. Et avant, je voulais te poser la question, et bien sûr, bah, on s'est un peu... est-ce que tu aurais une ou deux erreurs à nous partager que quelqu'un devrait éviter de faire?
Très bonne question encore. N'achetez pas la goutte d'or. Des Enfin, erreurs, ouais. Bah, tu sais que c'est marrant parce que ça aussi je l'ai écrit ce matin. En fait, exactement, c'est mon premier conseil, n'achetez pas n'importe quoi. Surtout dans les périodes, d'embellie, il faut pas vraiment n'acheter pas n'importe quoi. Je sais que ça peut paraître un petit peu bateau de dire ça, mais c'est juste qu'en période d'embellie, tout le monde est excité, il y a plus de biens et cetera, donc on est prêt à acheter n'importe quoi. Donc faites juste attention, n'achetez pas un bien, qui a des défauts majeurs et qui ne sont pas corrigibles parce que, dès que le marché commence à baisser, ces biens-là, c'est le premier à décoter, après c'est la catastrophe, ouais, heu, ne yes. pas acheter n'importe quoi. Très intéressant. Et c'est vrai que moi, ben, j'étais un peu dans la crypto et on l'a bien connu ce phénomène. À un moment, tu avais comme des IPO, mais version crypto, c'était des IDO ou ICO, et donc des mises, ça rend public, on va dire, une crypto. Les gens, ils achetaient n'importe quoi parce que quand tu étais dans la whitelist là pour acheter, enfin, tu savais que tu allais revendre 2 jours plus tard, 3, 4, 10 fois le prix. Et en fait, ben, à une échelle beaucoup plus courte, les gens, ils achetaient n'importe quoi. Et j'avoue, hein, j'ai Ouais, aussi acheté n'importe quoi là-dessus, puisque en sachant que si tu étais dedans, ça repartait et tout. Donc, oui, acheter des biens dont vous êtes fiers. Enfin, moi, c'est ça. exactement. Pas forcément dans lequel vous pourriez habiter ou quoi, mais en tout cas, dont vous êtes fiers et ou que vous n'avez pas honte de faire visiter. Bah, écoute, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec Idem, toi. ouais. Je te souhaite une très bonne soirée, puis on se recroisera. Je serai à Paris un de Ouais, ces jours, je te contacterai, je ferai un petit événement. Voilà, avec grand plaisir, ouais, comme avec grand ça. plaisir. Merci beaucoup Thibaut de m'avoir invité, ouais. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Très bonne soirée et à bientôt. Merci et Bye bonne soirée. bye. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Si vous voulez en avoir plus de Bye Bye Patron, et en plus ce sera même pas avec moi, ce sera avec mon associé, vous nous rejoignez sur le podcast privé. On parlera impayé avec une docteure en droit. Si vous voulez qu'on vous accompagne, soit que vos moyens sont limités, donc à plusieurs, mais bien sûr chaque semaine, ou alors en individuel et rejoindre la team qui a acheté, comme je vous ai dit, plus que 5 millions d'euros d'immobilier, alors qu'on n'avait pas des dizaines de membres, on n'en avait que 10 à la fois. Vous allez grosbillet.com, vous avez tout, vous apprenez aussi à négocier les biens immobiliers, à avoir des dossiers bancaires en béton. Toutes les personnes qui m'ont fait des retours, ils étaient toujours excellents. Personne n'a jamais demandé pour son argent. En plus, avec chaque formation, vous pouvez m'appeler. Et oui, il y en a qui paieraient cher pour ça, et vous en avez la possibilité. www.grosbillet.com. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos gros billets. Bye bye.